Allez, bonjour à tous, bienvenue dans le QG politique de Télé Grenoble, 45 minutes en tête-à-tête chaque semaine avec un élu du territoire dont les décisions peuvent impacter directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Éric Piolle. Bonjour Éric Piolle. Bonjour. Maire écologiste de Grenoble, vous venez de vivre une séquence assez agitée ces derniers jours avec votre décision d'autoriser le port du burkini dans les piscines municipales de la ville. Une décision qui a été actée lundi par un vote en conseil municipal, un vote compliqué pour votre majorité qui était divisée sur le sujet. On va y revenir au cours de cette émission. C'était sûrement la première fois qu'un règlement intérieur d'une piscine faisait couler autant d'encre. Tout à fait. Tout à fait. Bien au-delà des frontières grenobloises. Est-ce que vous vous attendiez d'ailleurs à ce que cette décision génère autant de polémiques ? Autant peut-être pas, mais on a vu la zémorisation quand même du débat public, à la fois évidemment de l'extrême droite, mais également de la Macronie. Tout au long de l'année 2020, on avait entendu M. Darmanin dire qu'il était choqué par les rayons halal et kasher dans les supermarchés. On avait entendu Mme Vidal dire qu'il fallait faire la chasse aux islamo-gauchistes des universités. On avait entendu M. Blanquer se prononcer sur la tenue des jeunes filles à l'école. Donc on savait que c'était un sujet sensible. Et puis nous, dans la majorité, nous savions cela puisqu'on en avait discuté déjà en 2018, et donc on savait qu'on était à peu près sur 70% pour, 30% contre, enfin exactement même, et donc on savait que c'était un sujet tendu, y compris chez nous, et très sensible. Alors vous n'avez pas été surpris des manifestations qui sont mises en place ces derniers jours localement, hein, bien au-delà de vos opposants, on va dire, traditionnels. Il y a eu les 40 maires sur 49 de l'agglomération qui ont signé une pétition pour vous retiriez cette délibération. On avait aussi des personnalités de gauche qui ont lancé une pétition dans ce sens. Et puis votre majorité, vous l'avez dit, qui était divisée sur ce vote. Ça fait beaucoup quand même d'opposition à gérer. Non, parce qu'on a travaillé le sujet, donc voilà, nous étions d'abord sûrs du résultat, puisque nous avons travaillé ça en majorité, et ensuite qu'on s'est inspiré, on s'est formé pendant longtemps, on a travaillé ensemble pendant 6 mois, on avait dit qu'on reprendrait le dossier en début de mandat, ce que nous avons fait, avec un an de retard à cause du Covid. Alors sur les 40 maires, oui, effectivement, c'est singulier, ça. Pourquoi ? D'abord, chacun peut avoir des convictions, et je respecte totalement leurs convictions, même si pour moi, c'est des positions qui ne sont pas le respect de la loi 1905 et donc ne sont pas le respect de la laïcité qui est quand même dans l'article 1 de la Constitution. C'est eux qui ne sont pas dans les clous ? Clairement. Mais après, on peut décider de ne pas être dans les clous et de vouloir faire évoluer la loi. Donc je respecte tout à fait ça. Par contre, on peut noter qu'en 2019, alors que ça avait déjà fait un tam-tam national, Édouard Philippe s'était prononcé sur l'incursion des burkinis dans les piscines grenobloises, aucun de ceux-là, ni Ferrari, ni le président Christophe Ferrari, ni aucun autre ne s'était prononcé. 2021, à nouveau, ni Christophe Ferrari ne se prononce, ni aucun autre, évidemment. Amendement de Michel Savin, sénateur de l'Isère, pour interdire le burkini en 2021, retoqué par le gouvernement et l'Assemblée. Aucun soutien, on n'a pas entendu Christophe Ferrari le soutenir. Donc là, il y a un caractère un peu politicien. On a reconstitué le périmètre du 17 juillet 2020, la Ligue dissoute, puisque l'exécutif et la majorité est de gauche et écologiste, mais la Ligue dissoute, l'alliance des droites, des maires des petites communes, des socialistes et anciens socialistes, de la République en marche, contre là ce qui s'est passé, la même chose qui s'est passée en juillet 2020. Et puis il y a un caractère rigolo, puisque en fait, qui est rigolo, bon, les choses sont sérieuses, hein, mais quand même, puisque au Bois français, hein, le centre aquatique qui est géré par la métropole, j'ai là le règlement intérieur, et donc au Bois français, l'article 3 dit que voilà, on peut se baigner dans toute tenue, maillot de bain, short de bain et tout autre vêtement dans un tissu conçu spécifiquement pour cet usage. Donc en fait, dans l'équipement qui est géré par la métropole, là c'est sa décision, le burkini n'est pas interdit. Et puis on peut également montrer ce document qui est issu là d'un réseau d'acteurs, il y a le logo de la métropole ici, hein, qui pointe le burkini. Interdire le burkini pour raison religieuse est une discrimination. Donc ça sort là aussi d'une production métropolitaine. Donc on voit aussi le caractère, je respecte les opinions et elles sont sans doute réelles, hein, mais par contre il y a un caractère totalement
totalement politicien. Et puis, je trouve instrumentalisant, notamment pour les maires des communes de moindre taille, parce qu'ils se retrouvent exposés dans la lumière, dans un conflit qui, vous l'avez dit, fracture, évidemment, marque un clair marquage à l'extrême droite, mais fracture aussi la gauche. Et du coup, ça les met en pleine lumière. Je ne suis pas sûr que ce soit le mieux que leur ait proposé Christophe Ferrari comme sujet, même si ça permet de se fédérer contre le maire de Grenoble. On va voir comment la base nautique du bois français, effectivement, gère ce dossier. Elle va ouvrir au mois de juin. Alors, ce n'est pas une piscine municipale, mais c'est... Non, mais c'est le même principe. Hein. C'est un lieu de baignade dans la métropole. Voilà, qui est accès payant, donc avec un public. Et c'est vrai un règlement. Pour préciser, le burkini et d'autres types de maillots de bain sont autorisés sur les plages françaises depuis 2016. Non. Elles ont toujours été autorisées. C'est là, je reprends sur autorisé. On dit qu'on a autorisé le burkini. Non, en fait, ça a toujours été permis en France depuis 1905, vous pouvez vous habiller librement dans l'espace public et marquer vos convictions politiques, philosophiques. Et donc, ce qui est vrai, c'est qu'en 2016, des maires ont essayé d'interdire. Le Conseil d'État a dit non, ce n'est pas constitutionnel. Le ministère de l'Intérieur l'a rappelé en 2019 dans une réponse au sénateur RN. Donc, le défenseur des droits, Jacques Toubon, pas islamo-gauchiste, l'a rappelé également dans un arrêt en 2018. Donc, c'est très clair. Ça n'est pas... interdire le burkini, ça n'est pas légal. Et nous n'avons pas autorisé le burkini. Nous avons levé des interdits qui avaient été posés récemment, en 2012, à Grenoble, et qui ciblaient effectivement, avec un but de discrimination, le burkini. Mais on avait deux autres gros projets qui étaient tout aussi importants pour nous. C'est que les femmes puissent se baigner également seins nus, c'est-à-dire lutter contre la sexualisation du corps des femmes. Aujourd'hui, il y a la jurisprudence n'est pas claire. L'exhibition sexuelle, pour vous, c'est montrer votre sexe, mais pour une femme, aujourd'hui, ça n'est pas clair. Si montrer sa poitrine est une exhibition sexuelle, nous devons lutter contre cela. Il n'y a pas de raison et la jurisprudence doit progresser. Et puis la dimension de santé. Nous vivons un réchauffement climatique majeur. L'accès à l'eau, c'est majeur. Il faut se protéger du soleil. Et dans les piscines grenobloises, les maillots anti-UV étaient interdits. Autre aberration. C'est d'ailleurs sur ce sujet santé qu'on avait abordé la question en 2017-2018, c'est mon adjointe à la santé et mon adjoint à l'égalité, donc sur la sexualisation du corps des femmes et la santé, qu'on était rentré dans le débat. On est loin du tam-tam qui est fait aujourd'hui et qui montre quand même une dérive de la société. Vous, en tant qu'homme, toutes ces attaques, certaines ont été très violentes. Encore là, dans la presse, Laurence Rossignol, je ne sais pas si vous l'avez vu, ancienne ministre socialiste, qui vous traite carrément de crétin. Oui. Laurence Rossignol qui avait dit quand même que les femmes voilées étaient comme les nègres qui étaient favorables à l'esclavage. C'est ça ses propos, Laurence Rossignol. Laurence Rossignol qui sort de la Ligue communiste révolutionnaire, qui est rentrée après au PS et qui est passée par l'UNEF, qui a perdu 3 fois des législatives, a fini par se faire élire sénatrice et qui fait partie du fiasco du gouvernement Hollande. Elle n'a pas été la seule à être très violente envers vous, sur votre elle, votre là, c'est quand même... oui, elle a dépassé les bornes, ça dépasse franchement les bornes. Voilà. Après, moi, ça ne me touche pas. Vous savez, j'ai travaillé dans l'engagement politique. Là où je suis attaché pour conserver ma liberté, c'est séparer qui je suis. Éric Piolle, je suis un individu, j'ai des copains, une famille, des convictions, un rôle. Je suis maire, je suis leader politique national, et puis des convictions citoyennes aussi. Et tout ça s'agence, mais je travaille pour séparer les trois. Donc quand on tape sur le maire. Voilà, c'est comme la fable de La Fontaine, l'âne qui portait les reliques. On tape sur mes reliques. Finalement, c'est pareil d'ailleurs quand on me louange, parce que vous savez que beaucoup de gens remercient le maire, mais en fait, c'est pas moi, c'est bien le maire qui le remercie. Et donc, il faut aussi savoir, quand on fait de la politique, ne pas prendre pour soi personnellement les compliments et les attaques qui vous sont faites. Alors, beaucoup de politiciens n'ont pas compris votre démarche, visiblement, si je crois ce que vous dites, mais dans votre camp aussi, puisque le vote de lundi sur cette délibération a été très indécis. En tout cas, il y a 13 élus. Pas indécis, non. C'était totalement sécurisé. Vous le saviez à l'avance, mais je veux dire... Nous, on a travaillé ça déjà dans le mandat précédent, et on a travaillé ça, donc nous savions... Donc vous êtes arrivé serein. Dès le mois de mars, comment ça se passerait. Bon, il y avait quand même 13 élus de votre majorité qui ont voté contre, d'autres qui se sont abstenus, certains qui ne sont même pas venus, qui n'ont peut-être pas osé venir. C'est une division au sein de la majorité, même si finalement la délibération est passée 29 voix contre 27. C'est
une division qui va laisser des traces pour la suite, Éric Piolle? Non, non, d'ailleurs, ils l'ont exprimé dans le Conseil. Ils font pleinement partie du groupe Grenoble en commun. Et c'est un sujet qui est sensible, on le sait, chacun a des convictions. Il y a dans mon équipe des gens qui ont vécu des choses très dures parce qu'ils ont été exposés au terrorisme du GIA, des choses très dures parce qu'ils ont été exposés à une pression de l'islam politique personnellement, d'autres qui veulent voir reculer toutes les religions et ne voir aucun signe religieux, même dans l'espace public. Donc il faut respecter ses convictions, évidemment. Donc on est à 70-30, voilà, c'est à peu près l'équilibre. Est-ce que c'était le bon moment, dans ce cas-là, d'aborder ce sujet sensible? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait la campagne présidentielle, qu'il y a la campagne législative, que ça exacerbe un petit peu les points de vue pendant ces périodes. Et puis c'est un peu paradoxal, à l'heure où toutes les forces de gauche ont enfin trouvé un accord, une union qui était fort improbable il y a encore quelques semaines. Ils ont mis de côté les sujets clivants pour aller ensemble à ces législatives. Et vous, de votre côté, vous arrivez à faire la désunion dans votre majorité qui était pour l'instant unie. Non, effectivement, on a décidé cela au printemps dernier. Pourquoi? On ne voulait pas polluer la campagne présidentielle. On savait déjà la tonalité qu'elle pouvait avoir avec le discours de l'extrême droite. Moi, honnêtement, j'ai eu peur, entre les deux tours, que Marine Le Pen soit élue. Donc, je me satisfais, malgré tout ce que j'en pense, du résultat d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que je me lutterai et lutterai toujours contre l'extrême droite. Donc, c'était après la présidentielle, mais avant l'ouverture des piscines, parce que sinon nous allions avoir à nouveau des intrusions de personnes en burkini. Donc nous aurions eu le débat national quand même. En 2019, Édouard Philippe avait plongé lui aussi dans les piscines grenobloises. Donc on aurait eu le débat national, mais on l'aurait subi et on l'aurait eu à une semaine des élections. Là, on l'a de façon posée à 4 semaines des élections. Maintenant, on passe à autre chose. Ça aurait dû être un non-sujet. Je rappelle que nous sommes capitale verte, choisie par l'Union européenne pour être la capitale verte européenne. Nous sommes capitale du vélo. On travaille sur l'alimentation. J'ai ouvert ce matin des universités d'été de l'agriculture urbaine avec des Québécois extraordinaires qui sont venus là et le lycée de Saint-Imier qui a organisé cela. Il y a énormément de thèmes sur les déplacements, l'alimentation, le logement. On vient s'occuper de ça, comme en 2014, on s'était occupé de ma cravate, même si le sujet est éminemment plus symbolique, évidemment. Mais je crois qu'il faut raison garder. C'était le bon moment. Comme ça, nos agents aussi ne seront pas exposés à cela. Dans la période d'été, les piscines, c'est déjà très compliqué dans toutes les villes. Bon, vous parlez de non-sujet, mais c'est quand même vous qui en avez fait un sujet national de ce burkini. Vous avez présenté d'ailleurs cette délibération comme un avancé en termes de liberté et d'égalité. De l'autre côté, on avait vos opposants qui voyaient un recul face aux islamistes. Il y a un fossé entre ces deux visions sur quelque chose qui peut paraître assez simple à appréhender. Comment vous expliquez ce décalage d'analyse entre vous et puis une grande partie quand même, on va dire, de l'opinion publique? Faut être oui, je pense que c'est sans doute une perte de lucidité sur nos textes fondamentaux. Il faut relire la loi de 1905. J'ai été frappé dans toutes les interviews médias que j'ai pu faire du nombre de journalistes qui me disaient dans la loi de 1905, il y a obligation de discrétion. Non, la loi de 1905, elle est merveilleuse. Tous les débats avant sont extraordinaires. Je vous invite à les lire. Mais la loi, elle est très courte, donc on peut la lire. On dit juste que c'est la liberté de conscience totale, que l'État, lui, est neutre. Il ne reconnaît ni ne salarie aucune religion et que vous êtes libre d'exercer votre culte ainsi que de ne pas exercer de culte et que personne ne peut faire pression sur vous pour exercer un culte ou personne ne peut faire pression sur vous pour ne pas exercer un culte. Voilà. Et donc, c'est ça dans tout l'espace public. Quand vous êtes usager, vous pouvez venir à la mairie en portant une kippa, vous pouvez aller à la piscine en portant une croix autour du cou, vous pouvez en fait vous déplacer dans l'espace public habillé comme vous le voulez. Voilà. Vous pensez que vous êtes précurseur et que l'opinion publique va... Nos textes fondamentaux, je crois que cette loi de 1905, pour moi, elle est extrêmement moderne. Et je suis pétri d'histoire, j'ai relu ça, j'ai eu l'occasion de rencontrer des professeurs de l'histoire du droit, de travailler sur l'interdit vestimentaire à travers les âges depuis les Romains. Je crois que c'est extrêmement précurseur. Ça fait avancer le droit des femmes parce qu'on arrête en fait de leur dire pour votre liberté, on est obligé de vous poser des interdictions.
Ça évoque dans un total autre domaine, quand les femmes et le débat en France, le droit de vote des femmes est arrivé très tard par rapport à l'ensemble des pays du monde, très très tard. Pour nous, le premier vote, c'était municipal de 45. Dans ce débat, l'argument des contre, y compris à gauche, puisqu'il y avait des gens de gauche qui étaient contre ce vote des femmes, c'était non, parce qu'en fait, elles ne sont pas libres, elles sont sous l'influence des maris et des curés, donc il ne faut pas leur donner le droit de vote. Là, on considère que ces femmes sont... par définition, elles n'auraient pas de libre arbitre. Et en plus, quand vous savez que des salafistes, en fait, ils ne vont pas à la piscine. C'est ça que je trouve aberrant dans la position de ceux qui veulent interdire le burkini. Donc, d'abord, ils ne soutiennent pas l'amendement de Michel Savin. Donc là, il y avait un amendement clair. Donc les gens ont dit non, ça on ne veut pas. Mais on veut quand même l'interdire, mais on ne veut pas l'interdire. Donc il y a une confusion totale à propos de ça. Et puis, le vrai sujet, c'est comment on s'assure que personne ne porte le voile de façon forcée. Et là, l'État ne fait pas son travail. L'article 31 de la loi 1905 dit, si je vous dis, monsieur, vous devez porter le voile, vous pouvez me traîner au tribunal, c'est une infraction pénale. Et ça, l'État ne fait pas ce travail-là, mais par contre, il va chercher des noises. Monsieur Darmanin nous attaque, ça va être rigolo au tribunal, parce qu'il va devoir expliquer ce qu'est pour lui la laïcité à la piscine, quand son propre ministère a écrit clairement, là dans une réponse au sénateur Ravier, que de fait, on ne pouvait pas interdire le burkini. On ne peut pas interdire le burkini, et que le Conseil d'État a déjà rendu des positions, des jurisprudences toutes équivalentes à chaque fois. Vous n'étiez pas en très bon terme avec Gérald Darmanin avant, ça ne va pas changer avec... Non, il n'y a pas de raison que ça change, parce qu'on voit, pour moi, sa nomination était déjà un scandale par rapport à toutes les affaires qu'il a dans ses relations aux femmes, et ça ne s'est pas arrangé depuis, évidemment, on l'a vu. Alors, en tout cas, vous avez réussi à marquer des points auprès de certains Grenoblois, notamment ceux de l'Alliance citoyenne, qui a vu donc ces demandes satisfaites avec ce vote. Je ne sais pas si vous avez vu leur réaction, mais pour eux, ce n'était pas un non-sujet lundi soir. On est juste après la proclamation des résultats. Alors, c'est une association qui, depuis plusieurs années, a demandé à la mairie d'autoriser le port du burkini dans les piscines municipales. Ce maillot de bain couvrant, donc utilisé par certaines femmes musulmanes. L'Alliance citoyenne qui a aussi créé le collectif des hijabeuses, que vous soutenez. Donc, eux sont quand même sur des revendications clairement communautaires. Non, ils veulent arrêter les discriminations. Oui, mais... Moi, j'ai été, depuis 2 jours là, et déjà avant, mais depuis le vote, énormément de monde m'arrête dans la rue pour me dire merci. Ils me disent merci. Il y a des féministes qui me disent merci parce qu'on en a marre qu'on nous force sur les terrains de beach handball. Parce que vous dites j'ai soutenu les hijabeuses, mais j'ai également soutenu les beach handballeuses norvégiennes. Qui veulent jouer voilés sur les terrains de sport collectif. On les force à mettre des mini-shorts où elles montent la moitié de leurs fesses. C'est ça, en fait, l'injonction aujourd'hui, c'est de dire, là, en fait, pour la pub, ça serait bien que vous foutiez à poil. Pour le beach handball, quand même, en fait, ça serait bien que vous montriez la moitié de vos fesses. Donc, en fait, on porte en permanence des injonctions sur le corps des femmes. Donc, les féministes me remercient. Et il y a plein de musulmans qui sont venus me voir pour me remercier et qui me disent, moi, en fait, ça ne me concerne pas. Ma femme n'est pas voilée. Ou des femmes qui sont venues me dire, moi, je ne suis pas voilée, je ne porte pas de burkini. Il y en a qui sont voilés qui ne portent pas de burkini. Donc, ça ne me concerne pas. L'objet lui-même ne me concerne pas. Mais par contre, ça fait du bien qu'on arrête de nous discriminer. Voilà. Donc ça, c'est des messages qui sont très touchants, que j'ai eus de gens de plein de milieux sociaux, mais en fait, ils en ont marre d'être la cible et d'avoir l'impression d'être en permanence la cible, qu'ils doivent se dédire dès qu'il y a un attentat, ils doivent abjurer leur religion. En fait, ils en ont juste marre. On est Français et Françaises, nous vivons ensemble. La loi de 1905, l'article 1er de la Constitution nous réunit. C'est un projet qui fédère, c'est la merveille de la République. Nous sommes tous unis. Notre lien, il est unique, personnel, à la République. Ça ne passe pas par des communautés. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire vivre. Alors, je pense que vous avez aussi entendu le discours inverse de cette population musulmane que vous évoquez, qui disent qu'avec cette affaire du burkini, on remet encore de la division entre Français et qu'eux ne souhaitaient pas ça, que c'était un non-sujet pour le cas. Ils ne souhaitent pas être dans la lumière. Oui, mais de toute façon, ils auraient été dans la lumière parce que de toute façon, début juin, on aurait eu le débat avec des intrusions de gens en burkini. Et avec moins de polémique. En 2019, quand il y a 3 personnes qui rentrent en burkini dans la piscine des Dauphins, le Premier ministre se permet d'intervenir. Le Premier ministre de la France.
Est-ce qu'il n'a pas autre chose à faire que d'aller commenter une verbalisation à 35 € que nous avons faite à l'époque? Donc non, à une semaine des élections, ça aurait été évidemment un tam-tam national également. Comment vous expliquez que la plupart de vos élus d'origine maghrébine ont voté contre cette décision, puisque vous me dites que dans la rue... Non, c'est pas vrai. Mais d'abord, c'est pas vrai. Mais en plus, certains ont vécu... Gidel, oui, mais on a aussi Kira Capdepont. Enfin, c'est la seule. On peut pas. En fait, chacun a vécu parfois des traumatismes forts. Certains, on les a élevés en France, ils sont nés pour certains en France, on leur a dit ta religion, c'est la République. Donc eux n'ont pas transmis aux générations d'après. Et puis ils voient cette nouvelle génération, leurs enfants, à qui ils n'ont pas transmis les cultures de leurs racines. Moi, je transmets à mes enfants, ça fait maintenant presque 30 ans que je suis ici, mais je transmets la culture basque, la culture béarnaise à mes enfants. Là, ils n'ont pas transmis cela. Et puis ils voient leurs enfants, tout d'un coup, faire des mariages religieux, se tourner vers la religion, et ils sont décontenancés. D'autres ont vécu des attentats en Algérie. D'autres, je pense à un ancien élu que j'apprécie énormément, Sadok Bouzaïen, mon adjoint au sport, il était radicalement contre. Il s'est battu en Tunisie pour la laïcité et j'ai été avec lui en Tunisie. Il pleurait. Littéralement, de voir des femmes voilées en Tunisie. Donc il y a des choses qui sont viscérales et qu'on peut tout à fait comprendre. Il y a une lutte, évidemment, contre l'islam politique, mais ça n'empêche pas qu'il ne faut pas discriminer et respecter nos textes. Alors ceux qui ont voté contre au sein de votre groupe majoritaire vous ont reproché de ne pas l'avoir clairement annoncé lors de votre programme en 2020. Ça aurait été plus simple de mettre cette proposition. C'est un détail, je veux dire, on ne met pas ça dans un programme. Dans le programme, il y a 0 discrimination. Donc c'est écrit dans notre programme, nous avons écrit 0 discrimination et nous travaillerons sur l'accessibilité à toutes et tous du service public. Et ça, c'est ce qu'on fait partout. Et puis, pour certains d'entre eux, la moitié de ceux qui ont voté contre, ils étaient déjà là en 2018 quand on a dit « Ok, c'est trop tendu pour vous, donc on va prendre le temps de discuter et on fera ça après le mandat ». Donc ceux-là, ils étaient déjà là avant, donc ils savaient bien qu'on allait reprendre le dossier en début de mandat. Pourquoi ne pas l'avoir noté? Vous dites un détail, mais dans votre programme, il y avait 17 propositions pour les droits des femmes. Oui. Il y en aurait une 18e, ça paraissait... Mais parce que il n'y a pas combien de femmes... Regardez à Rennes. Rennes, ça fait 4 ans qu'ils ont changé le règlement des piscines. Électeurs, ça aurait pu être un argument il y a 4 ans, ça fait 4 ans que le règlement des piscines a été changé. En fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas plein de femmes en burkini non plus. On est en train là de passer la moitié de l'émission sur un truc qui est un détail, qui est un détail symboliquement extrêmement important, mais qui fait beaucoup de oui, mais et qui à cela, je dis, regardez, au Bois français, on ne fait pas tout un pataquès. À cela, je dis, on peut venir voiler dans les gymnases. Ça ne choque personne qu'on puisse venir voiler dans des gymnases à Grenoble. Donc jusqu'où va aller la discrimination? Vous voulez interdire les voiles dans les gymnases à Grenoble? Donc voilà, juste arrêtons. Voilà, on a fait ce qu'il fallait. Nous avons la Constitution pour nous, nous avons la loi de 1905 pour nous. Nous revenons à quelque chose qui était normal. Et je le rappelle, ça n'est pas vieux. Dans les piscines grenobloises, ça date de 2012. Ce règlement discriminant a été introduit il y a 10 ans. C'est pas il y a 1000 ans. Voilà. Et c'est encore une fois la dimension de santé, il ne faut pas l'oublier. Porter un maillot anti-UV, aujourd'hui, c'est important. La dimension féministe pour arrêter de transformer la femme en danger sexuel, à qui on dirait, tiens, là, tu te dévêtis, là, tu te vêtis. Il faut arrêter tout cela. Je suis profondément un allié des féministes. Il faut arrêter les injonctions sur le corps des femmes. Bon. Si vous évoquez Rennes, je crois que la démarche était quand même différente. À l'époque, c'était pour autoriser les maillots de bain. La demande venait de ça, des shorts de bain, et ils ont autorisé tout type de maillots de bain. Il n'y a aucun problème à Rennes. La maire socialiste, il y a eu le débat sur le burkini. Il y a eu le débat sur le burkini. Ils ont repris, vous pouvez reprendre le conseil municipal, et ils en ont parlé. La maire socialiste a repris les arguments d'Aristide Briand, que j'ai repris moi-même lundi soir. Et là-bas, les députés LREM ont soutenu la maire socialiste. Les députés LREM ont soutenu la maire socialiste. Voilà. Alors, ce petit détail, comme vous dites, va quand même avoir des conséquences a priori pour la ville, des conséquences judiciaires déjà, puisque la préfecture a annoncé qu'elle allait attaquer votre délibération. Il y a également des avocats qui ont posé un recours. Vous êtes serein ou vous pensez que ça peut faire durer justement ce non-sujet? Nous verrons. On verra ce que dit le tribunal administratif. Ce que l'on sait, en 2016, le tribunal administratif avait donné en première raison
en première lecture raison au maire, et c'est le Conseil d'État qui avait dû leur dire non, non, là vous êtes vraiment hors clou. Donc nous verrons cela. Vraiment, avoir M. Darmanin en face de nous, je pense que ce sera un plaisir pour qu'il nous explique un peu comment il voit la laïcité, hein, lui qui trouvait Marine Le Pen trop molle. Là, ça va se régler là dans les semaines qui viennent, parce que l'ouverture, c'est le calendrier de la justice. L'ouverture des piscines, c'est en juin. Le calendrier, c'est de la justice. Donc nous, on met en place notre règlement des piscines au 1er juin, et puis après, on verra en fonction du calendrier de la justice. Et puis, nous allons être soutenus par plein d'associations qui luttent contre ces discriminations partout dans ces combats judiciaires. Mais l'issue finale, vraiment, je suis extrêmement serein. La loi est pour nous. C'est rappelé par tous ceux, encore dans le Dauphiné libéré, le prof de droit, ou les journalistes qui vont fouiller un petit peu et gratter un petit peu, juste lire 3 pages de texte. Normalement, c'est à la portée de toutes et tous. Bon, conséquences judiciaires à suivre, donc on verra bien comment ça évolue. Conséquences financières plus concrètes, puisque là, Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé très clairement qu'aucun centime de la région ne viendrait financer désormais des projets grenoblois. Est-ce que vous savez déjà ce que ça représente comme manque à gagner pour la ville? Dans les projets là qu'on a là, c'est à peu près 1,5 million, c'est ce que je disais lundi soir. Non, là, non. Pas 1,5 million par an, 1,5 million là. Donc c'est pas par an. Et puis il faut souligner qu'en fait le Conseil régional a déjà, Laurent Wauquiez a déjà asséché les financements sur Grenoble, comme d'ailleurs sur les métropoles de Lyon, de Clermont, de Saint-Étienne. Nous avons d'ailleurs écrit parce qu'il a supprimé les financements pour le chauffage, le changement des appareils de chauffage au bois. Il a supprimé l'accompagnement des TPE et PME pour leur changement de leur véhicule pour qu'ils s'adaptent à la zone à faible émission. Et il a supprimé les aides aux collectivités pour changer leur flotte, pour s'adapter à la lutte contre la pollution. Il a supprimé les appels à projets sur les chaudières et les chaudières biomasse, les centrales biomasse. Donc il a déjà supprimé plein de subventions. Vous avez pu voir la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, qu'il a supprimé également des subventions à la Maison de la Culture, la MC2. Les a baissés de 100 000 euros. Oui, de 120 000 euros. Vous l'aviez fait aussi avec la ville de Grenoble au CCN, à l'OPC, hein, l'Observatoire des politiques culturelles. Donc en fait, il a déjà, et ça c'est pas lié au Burkini, ça fait 2 ans que Laurent Wauquiez assèche. Et si on n'est pas au puits ou dans son département d'origine, eh bien, effectivement, la vie avec le Conseil régional est moins belle. Je dirais juste qu'il y a des limites juridiques là aussi. La présidente du Conseil régional Occitanie, Carole Delga, a été condamnée en justice pour discrimination. Parce qu'en fait, ne pas être d'accord sur un sujet entre institutions ne peut pas être un critère d'attribution ou pas des subventions. Donc vous serez vigilant à ça, quitte à attaquer la région? On sera évidemment très vigilant à ce que Laurent Wauquiez reste dans les clous de la loi. Voilà, ce qu'il dit là, il ne peut pas le mettre en œuvre. Donc il pourra essayer de le mettre en œuvre par des moyens détournés. Mais sinon, Carole Delga a été condamnée parce que pour une même problématique, elle avait dit non, cette ville, je ne suis pas d'accord avec eux, donc 0 subvention. En fait, nous travaillons avec tout le monde, hein, les institutions, quelle que soit la couleur politique. C'est aussi ça la démocratie. Nous travaillons, nous, avec le gouvernement et l'REM, le conseil départemental de droite, le conseil régional, avec qui on a fait des projets dans le mandat précédent, plutôt dans la première partie. Après, ça s'est effectivement asséché. Mais donc, nous travaillons avec tout le monde, quelle que soit la couleur politique, et c'est normal, c'est pour l'intérêt général. Est-ce que c'est pas quand même gênant pour la ville de Grenoble d'être comme ça en opposition frontale avec l'institution que représente la région? Je prends un dossier important à vos yeux, je le sais, c'est le projet de RER métropolitain qui va permettre normalement dans les années à venir de réduire le trafic routier dans l'agglomération et donc ses émissions de particules. Le problème, c'est que c'est la région qui est le principal moteur et financeur de ce projet. Laurent Wauquiez va peut-être avoir un peu moins de célérité à mettre en place ce projet. Il a déjà annoncé qu'il se désengageait. D'ailleurs, Christophe Ferrari a annoncé que nous étions toujours allants et que nous étions prêts, territoire métropolitain, à participer, y compris au coût de fonctionnement, comme ça a été fait à Strasbourg, où un RER métropolitain a déjà été mis en place et où la métropole strasbourgeoise, qui est présidée par une élue de centre droit et avec 2 présidentes déléguées écologistes, participe là aussi aux frais de fonctionnement.
Alors vous n'êtes pas inquiet sur ces gros dossiers Je suis inquiet pour le Conseil régional, mais indépendamment du Burkini, en fait. Le Conseil régional, il n'y a plus rien qui bouge. On ne voit plus de financement nulle part. Il se retire de tous les projets. Le CPER a 2 ans de retard et on ne voit toujours rien venir. Donc je crois effectivement qu'il y a une paralysie de cette organisation et que c'est dommageable pour l'ensemble du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Bon. En tout cas, sur ces 15 derniers jours, on a plus parlé d'Éric Piolle que de Jean-Luc Mélenchon dans la presse nationale. Est-ce que ce n'était pas aussi, à travers cette polémique du Burkini, l'occasion pour vous de vous repositionner justement dans le giron de la politique nationale? Vous aviez été très présent au moment de la campagne des primaires. Nous avons décidé de positionner ce vote après la présidentielle, avant l'ouverture des piscines. Stratégique. Il y a déjà pour qu'on en parle. un an. Oui, mais sauf que quand on a décidé de ça au printemps dernier, vous n'ignorez pas que je pensais être candidat à la présidentielle, voire même être élu président de la République le 24 avril. Donc vous ne pouvez pas dire tiens, le gars il a déjà prévu qu'il allait perdre, qu'il allait se faire latter, machin. Dans votre programme, si vous aviez été candidat En fait, on n'a pas à le mettre. Il y a une inversion totalement de logique. Je veux dire, la base, c'est pas que le burkini est interdit. La base, c'est que chacun s'habille comme il veut en France. C'est ça la base. Il ne faut pas retourner la logique. Sinon, on s'en sort plus. La base, c'est que tout le monde s'habille comme il veut. Il y a quand même des restrictions, notamment à l'école ou dans à l'école, la loi de 2004. Point. Après, il y a la restriction quand vous êtes fonctionnaire ou que quand vous agissez sur une mission de service public. Là, c'est clair, c'est écrit dans la loi. Jean-Luc Mélenchon, puisque je parlais de lui, il ne vous a pas appelé ces derniers jours pour vous dire Éric, mets là un peu en veilleuse, tu vas nous flinguer la campagne des législatives? Non, parce que tout le monde a bien compris qu'il valait mieux avoir le débat maintenant, 16 mai, de façon contrôlée, que début juin, de façon incontrôlée. On est à 3 ou 4 semaines de l'échéance, ça ne change pas grand-chose. Ça va forcément rejaillir. La campagne législative, elle va se passer sur les questions sociales, les questions environnementales, comment cette formation politique NUPES, qui est une première, moi je me suis engagé en politique en disant il y a 12 ans, bien avant que ce soit le cas, que le paysage politique c'était 3 blocs, un espace réactionnaire d'extrême droite ou qui allait grappiller sur la droite traditionnelle mais qui allait basculer, un néolibéralisme de plus en plus autoritaire parce qu'il fait de moins en moins de gagnants, et un arc humaniste que j'ai fédéré, j'ai travaillé à cela, le fédéré à Grenoble, c'était la première fois en 2014. Ça s'est propagé en 2020. Là, ça arrive. Alors, évidemment, mon souhait, c'était plutôt que ce soit un écologiste en tête. Il vous l'a clairement piqué, l'arc humaniste. Et là, bon, voilà, c'est pas ça. Mais clairement, la NUPES est une bonne nouvelle. Je crois que ça redonne de l'espoir à la gauche et aux écologistes, alors qu'ils n'en avaient pas eu. Ils avaient enchaîné les défaites depuis bien longtemps. Donc, nous sommes là, à la portée d'un résultat qui peut être majeur. Ça peut être une première dans l'histoire, qu'un président n'arrive pas à confirmer à une législative. Et pour le territoire grenoblois, avec Elisa Martin, Cyrielle Châtelain notamment, nos candidates sur la 3e circonscription et la 2e circonscription, et bien, il y a de chances fortes de victoire. Donc je suis pleinement derrière elles pour les faire gagner les 12 et 19 juin. Elisa Martin, qui est votre première adjointe, mais qui est membre de la France Insoumise, qui est très mal à l'aise, on peut le dire, avec ce sujet qu'on aborde là depuis le début de l'émission du Burkini. Elle a refusé toute interview avant, après. Elle fait bien. Elle fait bien parce que les sujets de la campagne législative, c'est pas ça. Les sujets de la campagne législative, c'est la vie quotidienne des Françaises et des Français. De même que nous, nos sujets, c'est pas ça. On le passe, ça devrait passer comme c'est passé à Rennes en quelques minutes. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est un non-sujet. Elle expliquer sa position. Pourquoi non, parce que l'objectif est de faire campagne sur les questions sociales, les questions environnementales, la planification écologique telle qu'elle a été portée dans NUPES. C'est là-dessus qu'il faut faire campagne et aller à la rencontre des Grenobloises, des Grenoblois, des Fontainois, des habitants de Sassenage, Beurre-et-Voroise, Noyaré, etc., etc. Oui, mais elle a voté contre. C'est intéressant de savoir pourquoi vous ne l'avez pas convaincu et pourquoi elle n'a pas la même vision que vous de cette interprétation de la loi. Chacun a sa sensibilité. Ce n'est pas le sujet des législatives. Les législatives se passeront sur un autre thème. Des députés qui vont faire la loi, là, vous faites référence à la loi n'interdit pas le burkini. Donc, en fait, ça n'est pas un sujet. Il n'y a personne qui propose aujourd'hui dans son programme. Elle l'a pas interprété comme vous. Il n'y a aucune... Là, dans aucun programme, quelqu'un propose d'interdire le burkini. NUPES ne propose pas d'interdire le burkini. D'accord ? Donc la loi de base, c'est ça. Vous inversez toujours le truc. C'est autorisé. C'est autorisé. Le point de départ, c'est que c'est autorisé. C'est pour ça que c'est autorisé au bois français. C'est autorisé. Vous pouvez vous habiller avec une kippa, une croix, un turban, ce que vous voulez, un voile. Vous devez laisser votre visage libre.
Bon, même si on a eu l'épisode du Covid qui a un peu mis ça en branle, hein, mais sinon, vous pouvez exprimer. La loi de 1905 dit que vous pouvez. Voilà, ça n'est pas la négation de ce qu'est un être humain. Un être humain, c'est aussi un être spirituel. Moi, je suis non-croyant, je suis agnostique. Mais pour autant, je respecte les spiritualités de tout le monde, qu'elles soient catholiques, qui est plutôt ma famille d'origine, hein, je suis plutôt un compagnon de route de l'Église, que ça soit musulman, juif. Voilà. D'abord, en tant que maire, je suis auprès de toutes ces communautés, comme je suis auprès des communautés de gens qui ne sont pas croyants, comme je suis auprès des acteurs culturels et sportifs. Hein, et ça n'est pas le sujet de la législative, donc ne tordons pas les grands enjeux de la société, s'il vous plaît. Alors, sur ces élections législatives, Grenoble, qui est quand même la première grande ville écolo en France, capitale verte en plus européenne cette année, n'aura aucun candidat estampillé Europe Écologie Les Verts sur son territoire, hein, ni dans les candidats, ni dans les suppléants. C'est quand même étonnant que le pèlerin vert, c'est comme ça que vous avez surnommé France 3 dans un documentaire, n'ait pas réussi à être prophète dans son pays. Non, il y a une certaine logique. D'abord, il faut regarder ça à l'échelle de la métropole. C'est une ville écolo, il n'y a pas de candidat écolo. Il y a 5 circonscriptions qui touchent la métropole. Oui, mais il n'y en a que 2 qui touchent Grenoble. Périmètre. Donc il y en a 2 qui sont écologistes, la 5e, la 2e. Et il y en a 2 qui sont LFI, la 3e et la 1re. Et il y en a une qui est socialiste avec Marie-Noëlle Battistel sur la 4e. La sortante. Donc il y a 2, on va dire, Marie-Noëlle Battistel a une chance d'être élue. La répartition est respectée, mais symboliquement, Éric Piolle, on est maire de Grenoble, on n'a pas de candidat écolo. À Lyon, votre... Je soutiens Cyrielle Châtelain, elle était avec Emmanuel Bodinier et Charlotte Soulary. C'était le binôme que vous vouliez imposer sur la troisième circonscription. C'était les 3 personnes qui ont fait mon programme, qui ont coordonné les 300 personnes qui ont fait mon programme pour la primaire. Donc Cyrielle Châtelain, nous sommes très proches. Voilà, nous étions encore ensemble tout à l'heure. Et je crois qu'il faut regarder ça. Hein, si nous gagnons, Elisa Martin, je suis très proche également. C'est ma première adjointe depuis 2014. Donc il faut voir ça comme une force. Nous avons la première adjointe de Grenoble qui est candidate sur Grenoble. Et nous avons Cyrielle Châtelain, que je soutiens fortement, que le président de la métropole de Lyon soutient fortement également. Elle travaille sur Lyon. Voilà, qui est là et qui peut, les 2 peuvent gagner. Donc ça peut faire 2 députés NUPES sur la métropole de Grenoble. C'est majeur. Vous ne voyez pas ça comme un désaveu ou une perte d'influence? À Lyon, Grégory Doucet a 4 circonscriptions sur son territoire. Il a réussi à imposer 3 écologistes dans 4. Oui, mais c'est le contexte. Qu'est-ce qui marche le mieux? D'abord, vous avez vu les résultats des votes. Il y a une certaine logique. C'est vrai que Yannick Jadot a fait moins que Marine Le Pen sur Grenoble. La 3e circonscription, c'est l'endroit, une des circonscriptions en France où Jean-Luc Mélenchon a fait le plus gros score, où l'écart entre Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot est le plus fort. Donc il y a une logique à cela. Donc ce n'est pas un problème de poids politique, selon vous, dans les négociations avec LFI. Elisa Martin, on la connaît, c'est une des fondatrices du parti de gauche, hein, donc elle est extrêmement proche de Jean-Luc Mélenchon. Ça fait partie elle s'était pas jouable, mais sur la première, peut-être symboliquement. C'est logique. Sur la première circonscription, d'abord, il y a une jeune femme qui a été investie, que j'ai rencontrée là, qui est toute jeune, 19 ans. Voilà. C'est peut-être pas l'endroit où on a le plus de chances de gagner face à un ancien ministre très implanté dans une circonscription qui était historiquement à droite avant que Carignon vienne remettre son nez dans les affaires et la faire perdre dans la droite en 2007. Voilà, je pense que l'équilibre est très bien. Si nous sortons avec 2, voire 3 députés, parce que Jérémy Jordanov, sur le papier, peut gagner également, nous verrons cela. Vous oubliez que Marie-Noëlle Battistel fait partie de votre alliance. Fait partie de NUPES, tout à fait, je la soutiens totalement. Ça fait 4. Tout à fait. Bon, on verra ça donc à la mi-juin. Est-ce que vous souhaitez que Jean-Luc Mélenchon soit le Premier ministre de la France le 19 juin? Ce sera la logique, on verra le résultat. Mais effectivement, si NUPES réussit et si nous arrivons à avoir une majorité à l'Assemblée, il serait logique que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre. Alors la logique, c'est que le président choisisse dans le camp majoritaire le Premier ministre, mais pas forcément Jean-Luc Mélenchon. On vient d'avoir une nomination d'une femme Premier ministre. Ça fait 30 ans qu'on attendait ça. Et 3 semaines après, on reviendrait avec un homme de plus de 70 ans. C'est un retour en arrière? Oui, en fait, il ne peut pas. Le Parlement peut imposer son choix. Vous savez qu'en 86, François Mitterrand ne voulait pas que Jacques Chirac soit Premier ministre.
Mais l'Assemblée lui a dit, en fait, il faut qu'on valide il va faire un discours, Premier ministre, devant l'Assemblée, et l'Assemblée doit lui donner son accord. Et l'Assemblée, qui était à droite, a dit, en fait, tant que ce n'est pas Jacques Chirac, vous pouvez nous présenter tous les Premiers ministres que vous voulez, nous les refuserons. Donc, en pratique, le président choisit qui il veut, mais il choisit qui il veut tant que l'Assemblée nationale est d'accord. Est-ce que ce ne serait pas plus pertinent pour la NUPES, en cas de victoire, de proposer justement une femme Premier ministre? Ce serait aussi là un beau symbole, une continuité avec ce que vient de faire Là, on est dans des débats picrocolins. On parle de la vie quotidienne des Français. Enfin, ce qui est important, c'est le fond politique. Ce qui est important, c'est le projet. Ce qui est important, c'est la mise en œuvre. Bien sûr, mais là, il y a quand même quelqu'un qui a fait 22% à la présidentielle, qui a su, après ce qu'il n'avait pas su faire en 2017, là, il a su rajouter des chaises. La dernière fois, je pense que ceux qui avaient voté pour lui au premier tour, le soir à 20h, ils regrettaient un peu d'avoir voté pour lui. Là, ce n'est pas le cas. Les 22% des gens qui ont voté pour lui, ils sont contents d'avoir voté pour lui, et il a rajouté des chaises pour permettre cette union qui est quand même historique. Alors vous êtes assis sur ces chaises, vous les écologistes, avec d'autres membres de gauche. Je rappelais le statut de capitale verte européenne de Grenoble. L'Europe, c'est aussi un des mots-clés de votre parti, Europe Écologie Les Verts. Sur ce dossier, la position de Jean-Luc Mélenchon est loin d'être celle que vous avez défendue à Europe Écologie Les Verts. Il prône la désobéissance au traité européen, une sorte d'Europe à la carte. Si la France, qui est un des piliers fondateurs de l'Europe, commence à mettre un petit doigt dans cet engrenage, on voit assez clairement que ça peut amener à une déliquescence de l'Europe comme elle est aujourd'hui constituée. La France ne respecte pas aujourd'hui ses engagements européens sur la pollution. Donc, elle désobéit à l'Europe sur la pollution. Elle essaye de négocier non, elle est en justice parce que elle désobéit et l'Europe a été obligée d'assigner la France en justice. Pour autant une raison pour aller encore plus loin dans la désobéissance. Regardez, on dit oulala, le vilain, il veut désobéir. Mais François Bayrou disait déjà il y a des années sur les plateaux que s'il le fallait, il désobéirait pour pouvoir mettre en place sa politique. Emmanuel Macron ne respecte pas ses engagements sur la production d'énergie renouvelable. On est le dernier pays européen en termes de tenue des engagements. Personne ne lui dit rien. Il est assigné en justice. D'ailleurs, il a perdu par l'Europe sur la pollution. Donc, il désobéit sur plein de sujets. Voilà, donc vous, ça ne vous gêne pas. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait mettre dans l'accord les écologistes, c'est dans le respect de l'état de droit. Donc nous, ce qui est important pour nous, c'est qu'on respecte les décisions de justice. Voilà, ça c'est le cœur. C'est pas un motif de fâcherie pour le 20 juin. Non, surtout que la position de Jean-Luc Mélenchon, elle a évolué. Vous voyez bien qu'en 2017, il disait l'Europe, on la change ou on la quitte. Maintenant, non. L'Europe, en fait, on va la faire avancer. Et un des moyens d'avancer, c'est de ne pas forcément respecter, comme c'est fait aujourd'hui, de ne pas forcément respecter. Mais au lieu de le faire aujourd'hui pour des raisons en fait anticlimatiques, là, c'est de ne pas respecter tout, mais pour faire avancer les choses plus vite. Oui, mais d'autres pays pourront choisir d'autres raisons pour ne pas respecter non plus les traités. Tout le monde, en fait, a des petites, aujourd'hui, désobéissances au règlement européen. Donc après, c'est une question de discussion, d'échange et de négociation. Nous restons profondément pro-européens et, pour notre part, fédéralistes. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, est-ce que vous serez candidat à un poste ministériel, Éric Piolle ? On n'est pas candidat à un poste ministériel. En tout cas, est-ce que vous seriez capable d'accepter s'il vous le propose ? On verra ça. D'abord, faisons campagne et puis on ne fait pas de politique fiction. Bon. On parlait de Marie-Noëlle Battistel, qui est effectivement la seule candidate de gauche, seule députée de gauche en Isère, socialiste, qui va donc essayer d'être reconduite sur la 4e circonscription. Son suppléant, c'est Guillaume Nissy, le maire de Cessiné, socialiste également, qui sera encore son suppléant sur cette nouvelle campagne. Il était notre invité à votre place lors de la dernière émission, Éric Piolle, et comme c'est le rituel dans cette émission, je lui ai demandé de vous poser une question. On l'écoute. Bonjour Éric. Depuis 2 ans et la crise sanitaire, le rapport aux politiques a beaucoup changé. Les attentes des habitants, leurs exigences, leur volonté aussi d'essayer de trouver du rassemblement et du consensus sont peut-être plus forts que jamais. Et pourtant, les oppositions sont souvent cristallisées et assez violentes. On l'a vu sur tous les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. On a besoin d'avancer. Et d'avancer vite parce qu'il y a des urgences auxquelles répondre, mais on a également besoin de fédérer et de rassembler. Je sais que c'est un sujet qu'on a déjà débattu ensemble, mais j'aimerais avoir ton point de vue. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avancer vite, fort, comme l'urgence l'exige, tout en rassemblant, en fédérant ? Et si on n'est pas capable de faire les deux, qu'est-ce qu'on fait ? On avance ou on fédère ? Alors, Éric Piolle,
Effectivement, c'est un des échanges que j'ai régulièrement avec Guillaume. On s'entend très bien. On peut peut-être préciser, qui fait allusion quand même à vos différences d'appréciation, de point de vue avec Christophe Ferrari, le président de la métropole. Vous êtes dans la même majorité métropolitaine, mais vous n'êtes pas forcément sur la même ligne, et notamment sur les mêmes modes d'action. Christophe Ferrari est plutôt essayé de fédérer avant d'avancer, et vous avez envie d'avancer avant éventuellement que ceux qui veulent vous suivre, On ne peut pas dire ça. Je suis le seul à avoir réuni l'arc humaniste. Donc c'est curieux pour des gens qui n'ont pas fait l'union chez eux de dire, tiens, le seul qui a réussi à faire quelque chose en 2014... Il a fini par vous unir, parce que vous êtes dans la même majorité aujourd'hui à la métropole. Mais, on sait ce qui s'est passé quand même le 17 juillet. Donc voilà. 2020. Donc je suis le premier à avoir fait cette fédération. Et cette fédération, elle a bien marché, cet arc humaniste, il a bien marché, puisque parmi les 25 premières villes de France, nous sommes la seule équipe sortante à avoir gagné des voix au premier tour. On a gagné 30% de voix. Et non seulement on nous disait, oui, mais c'est que pour le centre urbain, mais non, en fait. Nous avons regagné Hébin, Visil, Saint-Égrève, je pense que nous avons Champs-sur-Drac, Champagné. On a, je pense, largement contribué à la victoire de Philippe Cardin à Mélan également. Donc en fait, ça se propage. C'est ça qui est important. Donc l'élan, c'est-à-dire la radicalité, poser des actes forts, comme ce qu'on a fait avec la fermeture d'Agut de Samba ou la fermeture de la circulation sur la place Grenette. Tout le monde a oublié, mais c'était un axe de circulation grenoblois. On passait à travers la place centrale. Il faut poser des actes forts. L'indépendance énergétique, c'est un acte fort. Donc nous avançons et d'ici la fin de l'année, GEG produira en électricité 100% renouvelable, c'est-à-dire ni fossile ni nucléaire, l'équivalent de la consommation des ménages grenoblois. Ça, c'est des sujets en fait, qui permettent d'aller beaucoup. Il faut aller avoir une ambition forte. Vous savez que même avec tout ce que nous faisons, qui nous a permis d'être choisis par l'Union européenne comme capitale verte de l'Europe, même avec tout cela, nous sommes loin du compte. Il faut réaliser que nous sommes loin du compte. Nous avons encore besoin, c'était l'objectif de Capitale verte, d'amplifier ces transitions et d'aller plus loin. Vous avez vu le 6e rapport du GIEC, le dérèglement climatique a des conséquences colossales. Et donc, il faut évidemment garder ce niveau d'ambition et puis dialoguer. C'est ce que d'ailleurs j'ai proposé aux maires de la métropole quand ils m'ont écrit cette lettre sur le règlement des piscines. J'aurais dit, écoutez, moi je suis prêt à discuter avec vous. Bon, il n'y en a pas un qui m'a répondu, mais je referai cette proposition. Il faut dialoguer. C'est ça qui permet de fédérer et d'avoir un cap commun, mais il faut ne jamais oublier, garder l'ambition du cap. On n'est pas là juste pour gérer. Donc si on ne peut pas fédérer, c'était un peu la question de Guillaume Lucie, vous restez sur votre stratégie d'essayer... Mais ça fédère. Fédérer sur Grenoble, mais sur la métropole, vous êtes le premier à dire que la métropole n'avance pas assez vite, qu'il manque justement une dynamique. Oui, parce qu'il y a cette double majorité qui est compliquée, la majorité présidentielle qui se refait là dans ce courrier et la majorité d'exécutif qui a un projet, mais on avance quand même, nous avons réussi. La question quand je suis revenu c'est de vous dire, est-ce que vous êtes prêt à baisser vos ambitions pour vous fédérer dans cette nouvelle majorité? On ne peut pas baisser les ambitions. On ne peut pas baisser les ambitions. Ou leur mettre la pression et braquer les deux camps. Non, en fait, on ne peut pas baisser le niveau d'ambition. En fait, on ne peut pas négocier avec la nature, on ne peut pas négocier avec le climat. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que nos modes de vie, aujourd'hui, nous devons diviser par 5 en France notre consommation de gaz à effet de serre d'ici 2050. C'est-à-dire pour les 10% les plus riches, eux, ils émettent 18 tonnes de CO2 par tête de pipe. Il faut qu'ils passent de 18 tonnes à 2 tonnes. Il faut qu'ils divisent par 9 leurs émissions de gaz à effet de serre. On ne peut pas négocier avec le climat. On peut négocier entre nous, voilà, comment on vit, comment on s'organise, etc. Mais avec la nature, ça ne marche pas. Donc il faut garder ce niveau d'ambition. C'est la seule chose pour permettre de réduire les inégalités sociales qui vont ne faire sinon que s'accentuer avec le dérèglement climatique. Alors je prends un exemple très concret qui va bientôt révolutionner la vie des Grenoblois et des métropolitains. C'est la ZFE, vous en avez parlé. Ouais. Dans quelques années, on ne pourra plus rouler en centre-ville avec des voitures diesel notamment et d'autres voitures polluantes. Il y a tous les critères qui vont être mis en place. Vous demandez qu'au plus tard, ce soit appliqué 2028. Pour les diesels en 2028. Christophe Ferrari, le président de la métropole, vous répond que lui, il est sur une échéance beaucoup plus lointaine, après 2030, pour fédérer justement les oppositions à cette loi et avancer groupée. Qui va l'emporter dans cette... Nous verrons, dialoguons, mais j'espère que nous avons financé, avec la métropole d'ailleurs, une étude qui s'appelle Mobilair avec des chercheurs. Ces chercheurs, ils nous ont dit... Je pense que lui et vous ne remettent pas en cause l'utilité de faire ça, c'est la méthode et le fait d'avoir regardez ce que nous ont dit les chercheurs. Ils nous ont dit, en fait, là, votre impact, c'est que vous pouvez sauver 8% de décès. Donc, vous pouvez augmenter l'espérance de vie des gens en bonne santé de 3 mois et demi. Et il y a une corrélation directe entre vos décisions publiques et le niveau de pollution.
On n'est pas dans un truc fiscal où on fait des incitations machin, puis à la fin on ne comprend rien de ce qui s'est passé sur le terrain. Là, c'est direct. C'est ça que nous disent les scientifiques. Et ils nous disent, voilà, si vous voulez atteindre les seuils de l'OMS, voilà comment faire. Je crois que c'est un défi extraordinaire. Ce qu'il faut, c'est accompagner, et notamment accompagner les plus fragiles. Parce que n'oublions pas qu'en France, les 50% les moins fortunés, eux, ils n'émettent que 4 tonnes de CO2. Pas 18 comme les 10% les plus riches, que 4 tonnes. C'est là qu'il y a une divergence profonde. C'est pour ça que j'étais aux côtés des Gilets jaunes. C'est pour ça que je suis aux côtés des plus fragiles et des plus précaires. Pourquoi ? Parce que eux, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas leur mode de vie le problème. Donc, il faut les accompagner quand on fait des changements et financer ces changements. Plus de 50 millions d'euros ont été mis pour cela à la métropole de Strasbourg. Et j'espère bien que la métropole grenobloise trouvera autant d'ambition. Si la métropole grenobloise n'interdit pas les véhicules à diesel avant 2028, est-ce que vous, sur le territoire grenoblois, vous le ferez ? On ne peut pas le faire légalement. Le transfert de police est fait par la loi. Donc c'est la métropole qui a la main sur ce dossier. C'est à la métropole. Vous serez obligé de vous plier finalement à ces décisions. Oui, et puis c'est normal parce que sinon, si chaque commune fait son propre règlement et que vous n'avez pas les mêmes dates partout, là, pour un usager qui va faire son circuit, en fait, ça ne marche pas. Donc pour moi, c'est une cohérence que ce soit à l'échelle métropolitaine. Grenoble, capitale verte, on en a parlé au fil de cette interview. Comment vous jugez les 6 premiers mois de cette année qui était importante pour Grenoble? Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'engouement de la population? On n'a pas l'impression que beaucoup de gens soient au courant vraiment de Ils participent à plein d'événements. Alors c'est sûr que la campagne présidentielle et la campagne législative occupent beaucoup l'esprit, les médias, etc. Mais moi, pour fréquenter un grand nombre d'événements, il y a beaucoup de monde. Donc voilà, ça se passe. Et puis la deuxième partie de l'année va être marquante aussi, avec en septembre, là, ce mois-ci, nous sommes dans le mois consommer et produire. Vous savez qu'il y a 12 thèmes, donc on a fait un thème par mois. Consommer et produire différemment. Le mois prochain, c'est la lutte contre les inégalités sociales. Les deux sujets sont intimement liés. Et puis, on aura la cérémonie qui déterminera qui sera la capitale verte 2024. Nous aurons un temps majeur à la fin de l'année, au mois de décembre également, puisque nous accueillerons l'Organisation internationale de la démocratie participative, 2000 personnes qui viennent du monde entier pour débattre de démocratie. Et ça fera un passage de relais extraordinaire. Et puis surtout, Capitale Verte, ça dure dans le temps. Le maire d'Essen, dont je suis très proche, qui nous disait là, ils ont été Capitale Verte en 2017. 5 ans plus tard, c'est encore ça qui leur donne la pêche, qui leur donne l'inspiration et le cap pour avancer pour le climat et la biodiversité. Alors, il y a beaucoup d'événements cet été qui auront le label Capitale Verte, notamment un nouvel événement qui a démarré sur le site de la Bastille, assez original, bivouac proposé à tous les Grenoblois, enfin tous les habitants d'ailleurs de la région. Oui, tout à fait. C'est un super projet qu'on avait voulu lancer dans le mandat précédent en captant un refuge qui allait aller s'installer en montagne en l'installant à la Bastille ou en ville. Finalement, ça coûtait un peu cher et puis pour la Bastille, il y avait un héliportage, ça ne nous plaisait pas. Donc là, on a retravaillé, tout à fait. Là, on a retravaillé la question avec des étudiants et des enseignants de l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble. Ils ont fait un projet extraordinaire qu'ils ont conçu du coup pour pouvoir le monter en camionnette à la Bastille. Ils l'ont assemblé et j'ai fait l'inauguration. C'était très émouvant pour moi. Je suis un fan de montagne, vous le savez, mais ça va permettre à des centaines et des centaines d'enfants et d'adultes. Vous pouvez réserver sur le site de la FFCAM. C'est comme un refuge. C'est marqué abri de la Bastille, je crois, au bivouac de la Bastille, sur le site de la FFCAM. Et ça permettra à des centaines et des centaines d'enfants de passer une nuit en montagne. C'est toujours une expérience extraordinaire avec un site merveilleux et des modules qui ont été faits, ces mini-refuges. Je suis un fan de Charlotte Perriand aussi, l'architecte qui travaillait avec Le Corbusier et puis qui a fait notamment la station des Arcs, mais elle avait fait aussi le refuge Charlotte Perriand. Et donc là, on retrouve un peu cette espèce d'intimité et de modularité. J'ai trouvé ça que c'était un projet extraordinaire. Il y avait en plus la tournée des refuges qui était là en concert lors de l'inauguration, qui rajoute une touche. Ils seront d'ailleurs dans Beldon, je crois, au mois de juin. Ouais, vous êtes un adepte, vous, du bivouac, mais du vrai bivouac Ah oui, moi je dors effectivement dans la neige. Même aujourd'hui, en tant que maire de Grenoble, vous allez dormir. Oui, encore cet hiver, on a été planter la tente dans la neige au mois de mars. Et puis je vais souvent aussi, comme je finis tard, on part marcher souvent de nuit. On a même fait le Mont Aiguille de nuit une fois pour aller dormir au sommet et redescendre au petit matin. Il n'y a rien de mieux qu'une nuit sous les étoiles. Oui. Bon, il y aura des festivités d'ailleurs au mois de juin pour célébrer l'anniversaire de la première du Mont Aiguille. Il y a plus de 600 ans.
La localisation quand même de ces bivouacs, un bivouac en pleine montagne, il y a le calme, il y a la nature. Là, le site de la Bastille, notamment en été, est très fréquenté. La nuit, les étudiants qui viennent y faire des fêtes, etc. Comment tout ça va cohabiter ? Bon, je pense que ça va bien cohabiter. Ça va bien cohabiter parce qu'on est là dans des espaces de vie. Je trouve qu'à chaque fois qu'on crée des choses, on voit qu'il y a quand même du respect. Ça génère du respect. Vous avez quand même pris un arrêté municipal pour interdire et le bruit et la circulation automobile. On ne pourra pas monter en voiture sauf sur le site de la Bastille. les clients, évidemment, des restaurants, et notamment du restaurant du Père Gras, évidemment. Ça veut dire qu'il y aura des policiers ou des vigiles qui vont contrôler l'accès en bas Je ne sais pas comment on va se faire le contrôle, mais en tout cas, effectivement, le but, c'est qu'il n'y ait que les clients des restaurants qui puissent monter en voiture et pour avoir une zone plus calme. Voilà, et qu'on retrouve un peu... La Bastille, c'est aussi un havre de biodiversité. On fait un gros projet en ce moment autour de cela. Et donc, il faut considérer cela aussi, même si 600 000 personnes y vont par an, 300 000 montent en téléphérique, c'est très fréquenté et c'est extraordinaire. On y monte toutes les personnes qui viennent à Grenoble. Et ben, c'est aussi un havre de biodiversité. Il faut respecter cela. Alors, pas de voiture à la Bastille, en tout cas le soir, voilà. pendant cette période. Il n'y avait pas moyen de les mettre un peu plus haut, dans un endroit un peu plus isolé, pour justement pas être au bord du parking. Magnifique, là. C'est joli. C'est magnifique. Mais le site, après avoir fait, j'ai été voir les étudiants pendant qu'ils construisaient ça. Je me suis allongé sous un arbre pendant 20 minutes. J'avais 20 minutes avant de devoir redescendre. En fait, franchement, le site est absolument éblouissant. La vue est magnifique. Les refuges sont orientés. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de monde le Mont Blanc qui vient faire la fête sur cet endroit. À cet endroit particulièrement, pas trop quand même. Hein. C'est pas l'endroit le plus fréquenté du glacis. Ça a peut-être changé. Moi, j'ai le souvenir d'avoir fait des fêtes pile là, mais bon, c'était une autre époque. Lancement aussi cette semaine du Street Art Fest qui va démarrer sur les prochaines semaines jusqu'à la fin du mois de juin. Est-ce qu'il y aura une fête des Tuiles aussi cette année, Éric Piolle ? Elle avait été annulée par le passé à cause du Covid. Du Covid, oui. Le Street Art Fest, c'est un événement majeur. Nous avons accompagné fortement. Hein. C'est la ville de Grenoble qui a été le premier partenaire du Street Art Fest pour le lancer. Il a pris maintenant une surface métropolitaine et je crois qu'on doit s'en réjouir. Et puis, effectivement, il y aura une fête des Tuiles. Elle sera, je crois, le 4 juin. Alors, on a, à cause du Covid, là aussi, on ne savait pas trop comment ça allait se passer, donc on a choisi un format où je pense qu'il y aura des départs depuis le Collège Jaurès et puis des lieux d'accueil multiples, et notamment au Prunier Sauvage, dont on fêtait les 10 ans samedi dernier avec des concerts extraordinaires, une ambiance extraordinaire, un mélange de populations extraordinaire. Donc derrière, on sera accueillis notamment au Prunier Sauvage. On voit quelques images de la dernière édition, ça datait de 2019. Il aurait dû y avoir un procès par rapport à cette fête des Tuiles en mars. Ça a été reporté à la rentrée. Vous êtes serein aussi sur cette affaire ? Je suis un justiciable comme tout le monde, donc voilà, serein. Je verrai ce qui se passe au procès. Ce qui est important, c'est que à la fois je suis le chef d'une administration et j'ai confiance dans les décisions qui ont été prises. Donc par définition, je suis le chef, j'assume. Et deuxièmement, j'ai regardé les décisions qui avaient été prises et je suis serein avec les choix qu'ont fait les services, donc tout va bien. Alors, reproche à la ville d'avoir attribué des marchés sans passer par des appels d'offres sur les achats culturels, sur l'organisation de cette festivité. Si, oui, c'est ça. Il y a des marchés publics, il y a une procédure pour les achats culturels ou de prestations artistiques. Donc ça, c'est une procédure de marché public. Il y a une procédure pour les achats de tout venant, gomme, crayon, etc. Donc la Chambre régionale des comptes trouvait que c'était un achat standard, comme n'importe qui pouvait le faire. Et nous considérions que c'était un achat de prestations artistiques et que donc ça devait suivre les marchés publics sur cette colonne-là. Voilà. Dernier temps fort de l'été, il y en a d'autres, mais c'est le cabaret Frappé. Alors tous les festivals ont annoncé leur programmation depuis longtemps. Le cabaret Frappé, ça semble au point mort. Il aura lieu cette année ? Il aura lieu, oui. Alors moi, je ne suis pas au fait de la programmation. Vous savez que ce n'est pas la ville qui l'a fait. C'est la ville qui pilote l'événement. C'est la ville qui pilote l'événement. Donc là, il faudra voir les informations. Ça risque généralement, les conférences de presse sont au mois de juin. Eric Piolle, vous êtes à la tête des réseaux sociaux. La page Facebook du cabaret Frappé, la dernière publication date de juillet 2021. Généralement, la conférence de presse, j'y participe chaque année, c'est plutôt au mois de juin qu'on fait la conférence de presse d'annonce du programme. Donc pour l'instant, voilà, on est à quelques semaines des échéances. Dernière petit clin d'œil aux événements de l'été, c'est l'UT4M qui aura lieu du 21 au 25 juillet avec une arrivée cette année en plein cœur de Grenoble.
Oui, là aussi des changements de format, donc ça permet aussi de donner une visibilité à l'événement. L'année dernière, c'était devant le musée, et là, ça fait un nouvel, en plus sur une place que nous avons entièrement rénovée. On a supprimé le bitume, nous avons embelli aussi avec les assises. Donc voilà, c'est l'UT4M, il marque clairement un dynamisme du territoire, un dynamisme de la pratique montagne aussi, qui est très spécifique pour le trail, mais qui rassemble énormément de monde. L'Ultra Trail des 4 massifs, le Tour de Grenoble par les 4 massifs, Chartreuse, Vercors, Oisans et Beldon. L'an dernier, vous étiez lancé, non pas sur le parcours complet, mais sur la traversée de Beldon. On voit votre arrivée à Saint-Nazaire-les-Ems après 12 heures et 36 minutes d'effort, un petit peu marqué. Oui, moi je fais pas de trail. Vous savez, je cours pas. Moi, je cours derrière des ballons, du foot. Je vais participer au tournoi de foot du GF38 de ses partenaires. Je fais du basket, du ping-pong, du squash, etc. Et puis je fais beaucoup de vélo et beaucoup de montagne. Mais en montagne, j'aime pas la dimension comme ça de course. Je suis plutôt moi dans un rapport à la fois sans doute esthétique, philosophique, de dépassement de soi, mais aussi de copains. Je fais ça depuis mon enfance. J'ai grandi dans un village des Pyrénées, dans les montagnes. Donc c'est pas forcément trop mon truc. Là, en fait, j'avais dit à mon frère qui s'est mis au trail il y a une dizaine d'années que j'en ferais un avec lui, et c'était avant le Covid, il a été repoussé, vous savez. Et donc j'avais dit que je ferais en 2020 après les élections municipales, et puis ça a été repoussé, donc je l'ai fait l'année dernière. C'était une première pour moi. Je fais pas de footing, sauf quand je suis dans des villes ou des sites que je connais pas, parce que je trouve que c'est un moyen sympa de découvrir une ville ou de découvrir un site. Mais donc c'était une première. Voilà, je crois que c'était 46 km, 3000 mètres de dénivelé, mais finalement ça passe. Je crois que lui, il revient pour faire le 100 km, mais je crois que je vais pas la... au départ de la... Non, je crois que j'ai fait une fois, j'avais dit que je le ferais, je l'ai fait, c'est bon, voilà. Il y a encore 3 autres massifs. Ce que j'avais trouvé génial, c'est qu'on voit toute l'énergie des bénévoles. Et c'est ça que j'ai aimé dans cette expérience, c'est que là, on se rend compte concrètement de l'innombrable nombre des bénévoles. Dimanche dernier, j'ai fait l'Urban Cross de la Villeneuve, qui est organisé là aussi par la régie de quartier, mais aussi par le club d'athlétisme, le GUC-Athlé, par énormément de partenaires qui avaient été initiés par des salariés d'Actis, le bailleur social que je présidais d'ailleurs à l'époque. J'ai fait cette course et il y avait là aussi plein de bénévoles. On passait dans les escaliers de la Villeneuve. C'était assez réjouissant. Et là, en montagne, on voit aussi plein de bénévoles qui sont là par tout temps, parce que quand je l'ai fait, il y avait beaucoup de nuages. Il faisait pas forcément très chaud pendant des heures. Et voir cette énergie qui, en fait, dure toute l'année pour un événement, pour accueillir les gens, pour qu'ils soient bien, je trouve que c'est assez extraordinaire. Alors, ils en ont besoin d'ailleurs encore des bénévoles cette année, l'UT4M. Si jamais vous avez envie de vous associer à cet événement sans le courir, mais en y participant, n'hésitez pas à aller sur le site de la course UT4M pour vous inscrire. Merci Éric Piolle. Merci beaucoup à vous. On fait une pause dans cette émission, donc vous n'avez pas besoin de poser une question à l'invité de la semaine prochaine, puisqu'on va changer un peu le format pour s'intéresser à la campagne des législatives, essayer de mettre en place des débats sur les circonscriptions du Sud Isère. On se retrouvera dans quelques semaines avec un QG politique plus classique. Merci en tout cas d'être venu. Merci.